Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour ce webinaire qui est organisé avec la CAIH, la Centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Aujourd'hui, on va parler de comment analyser les vulnérabilités d'un équipement médical, en l'occurrence avec CyberWatch, mais on va vous montrer un petit peu déjà la démarche générale et on va attendre juste un tout petit peu pour que éventuellement les dernières personnes puissent arriver sur ce webinaire. Je vois aussi qu'il y a des noms que je connais parmi les participants, donc merci beaucoup pour votre présence. Donc on va attendre encore un tout petit peu. Je rappelle aussi qu'il y a un chat en ligne sur, cette solution qu'on utilise donc qui s'appelle Livestorm et via ce chat, vous pouvez poser des questions à votre convenance lors du webinaire. Et donc, faut pas hésiter si jamais vous avez la moindre question à la poser. En fait, je regarderai soit pour y répondre en cours de route, soit à minima à la fin du webinaire. Donc on va attendre encore un tout petit peu pour démarrer. Hem, on fait régulièrement des opérations avec la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Donc vous verrez de temps en temps comme ça des dates de notre côté. On essaie de faire entre 2 et 4 webinaires par an avec eux et donc vous verrez régulièrement des dates comme ça. On essaie à chaque fois de changer les thèmes. Donc là, aujourd'hui, vraiment, on va parler d'un thème assez précis, pour les dispositifs médicaux. Vraiment, c'est comment on fait pour récupérer les vulnérabilités de ces éléments-là. Donc j'attends encore un tout petit peu avant le démarrage. Il y a encore des personnes qui se connectent. Et donc je rappelle pareil que vous pouvez utiliser le chat en ligne de Livestorm pour poser vos questions. Il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. On écrit aussi quelques messages dedans pour, justement faire des rappels. Donc on va pouvoir démarrer. Donc merci à nouveau pour votre présence aujourd'hui. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de parler de comment on fait pour analyser les vulnérabilités d'un équipement médical, c'est en fait un équipement informatique qui sert à faire des opérations biomédicales avec CyberWatch. Pour, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Aléhédine, je suis ingénieur spécialisé dans la gestion des vulnérabilités. Je suis un des 3 cofondateurs de la société CyberWatch, dont je suis également président et je m'occupe donc principalement de tous les sujets assez, on va dire technico-commerciaux et donc si vous avez des questions même techniques, n'hésitez pas à nouveau à poser vos questions dans le chat de Livestorm. J'ai commencé à travailler dans la sécurité informatique en 2002, et j'ai fait des déclarations de vulnérabilité dans différents dispositifs. Un des dispositifs les plus connus, c'est la base qu'on appelle les CVE publics, donc les CVE qui sont déclarés au quotidien au niveau des vulnérabilités que vous pouvez trouver comme ça dans plein d'éléments. Et puis également des programmes de bug bounty, donc des programmes dans lesquels on peut déclarer des vulnérabilités, et après il y a un processus donc de résolution et tout comme ça au niveau international. C'est pas le premier webinar qu'on fait sur les systèmes d'information de santé, on en fait régulièrement donc avec la CAIH, comme je le disais initialement. Mais en plus de ça, on a quand même pas mal de relations avec, les SI de santé. Vous avez peut-être entendu parler de nous avec un projet qui s'appelle Richelieu, que vous pouvez, trouver directement en ligne en open source. En fait, Richelieu, c'est quoi? C'est une liste de mots de passe français les plus, souvent utilisés et on a mis ça donc en open source et ça avait été relayé par, le dispositif de l'Agence du numérique en santé, le dispositif de cyberveille sur le sujet. Et on a aussi pas mal de clients, en fait, dans le milieu de la santé, que ce soit des établissements publics comme des centres hospitaliers ou alors également des établissements, privés comme des cliniques, et on travaille aussi avec des hébergeurs qui font, tout ce qui est hébergement de données de santé. Donc on a quand même pas mal de relations avec ce milieu-là. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est dispositifs biomédicaux. Donc qu'est-ce que c'est qu'un équipement biomédical si on essaie de l'étudier du point de vue informatique? Ben, en fait, bien souvent
On va avoir un dispositif, donc une machine, qui va être en contact éventuellement avec, un patient et qui va être d'une marque, assez, spécifique. Donc, il y a Philips, il y a Siemens, il y a Schneider, il y a pas mal de marques en fait sur le marché dans les équipements biomédicaux comme ça. Et à côté de ça, on a très souvent également un poste de travail ou un serveur qui correspond un peu plus à l'IT classique, par exemple avec, du Windows 10, du Windows, 7, du Windows XP, quand même pas mal de machines Windows en général qui sont connectées à ces équipements-là ou éventuellement des machines, Linux et les 2 équipements vont pouvoir communiquer avec certains protocoles. Un, que j'ai choisi de mettre en avant ici, parce qu'en fait, il est très pratique pour tout ce qui est, IRM, notamment, c'est ce qu'on appelle DICOM. Donc en fait, DICOM, c'est un protocole qui permet de récupérer des images, dans tout ce qui est médical comme ça. Et donc, pourquoi c'est intéressant en fait un équipement biomédical? C'est qu'en fait, si jamais on regarde, c'est un ensemble éventuellement d'actifs qui font intervenir à la fois des notions de plus qu'on retrouve habituellement dans le monde de l'OT avec, donc l'OT, c'est le milieu industriel avec une sorte d'équipement un petit peu boîte noire physique, sur lequel on peut faire très peu d'actions de modification. On peut modifier notamment plutôt le firmware uniquement ou très peu de choses, de plus que ça. Et puis, à côté de ça, un équipement plutôt orienté pilotage finalement ou extraction de données qui est plus proche de ce qu'on appelle l'IT classique, c'est-à-dire l'informatique de gestion. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans le monde aussi de l'OT, dans le monde des systèmes industriels. C'est-à-dire qu'en fait, un système industriel, bien souvent, vous avez un PLC, un automate programmable qui va avoir son propre firmware, son propre micro, logiciel qui fait tourner donc l'automate et qui va être piloté à côté par, ce qu'on appelle une interface homme-machine, par exemple, donc une IHM, où là, ça va être en général aussi du Windows et on est à peu près donc dans ce genre de dispositif aussi avec les équipements biomédicaux. Bien sûr, c'est pas le cas de tous les équipements biomédicaux, il y en a certains où tout est embarqué sur une seule machine, il y en a certains où il y a du Linux plutôt que du Windows et tout, mais statistiquement, il y a quand même souvent du Windows qui va piloter donc des machines comme ça derrière avec des protocoles de contrôle ou de récupération d'informations. Ce qui est intéressant avec ces dispositifs-là, c'est que, bah, malheureusement, c'est rare même qu'on ait du Windows 10 aujourd'hui en i alors les constructeurs essaient de faire des efforts, mais statistiquement, on va retrouver énormément aussi de vieilles distributions, de systèmes pour la partie IT qui pilotent le système biomédical. Donc on va trouver par exemple du Windows XP, du Windows 7 et en fait, c'est quelque chose qui génère des conséquences assez importantes puisque on voit très souvent des systèmes qui sont non supportés, qui sont en contact de ces équipements-là et c'est des équipements, bah, qui coûtent à maintenir finalement pour les gestionnaires du système d'information puisque en termes de maintenance, ça implique de cloisonner ces systèmes-là parce qu'ils sont tellement anciens que, eh bien, on va pas pouvoir déployer de correctifs de sécurité dessus et c'est comme ça génère des vulnérabilités, bah, faut faire attention. Et donc, on a énormément de machines qui sont très anciennes, qui sont dans les équipements médicaux comme ça. Et je vous ai mis 3 exemples là-dessus. Donc, il y a une personne de chez Wavestone qui avait dit, qui avait donné quelques statistiques. Il y avait des articles aussi sur Wired qui avaient, montré qu'il y avait beaucoup de systèmes d'imagerie médicale qui utilisaient des systèmes très anciens comme ça et totalement obsolètes. Et ça a aussi été relayé par l'Agence du numérique en santé. Donc finalement, c'est pas du tout un problème nouveau. C'est malheureusement très souvent le cas. Il y a des contraintes très fortes qui pèsent sur les systèmes d'information de santé et ça implique derrière que, bah, les constructeurs, ils, demandent d'utiliser des systèmes un petit peu anciens pour dire: «Bah, là, on a tout testé, ça fonctionne» et c'est très dur à maintenir pour eux et ça fait que c'est très dur à maintenir pour les exploitants derrière. Il y a aussi un autre problème, c'est le rythme qui est très proche du monde de l'OT, donc du monde de la partie plutôt système industriel. L'exemple que je voulais vous donner, c'est il y a une alerte de sécurité qui est sortie sur des équipements, Philips le 9 novembre 2021 et en fait, ce qui était assez on va dire, inhabituel pour des alertes de sécurité, c'est que normalement, quand on sort des alertes de sécurité en tant que constructeur, eh bien, on essaie de sortir ces alertes de sécurité en produisant en même temps les correctifs de sécurité. C'est-à-dire que, en gros, vous verrez que la plupart du temps, un constructeur qui dit: «Je suis affecté par telle vulnérabilité publique, par tel CVE», eh bien, en fait, un constructeur qui vous dit ça, en même temps, il va sortir les correctifs de sécurité. Autrement dit, la plupart des constructeurs évitent
de préciser qu'il y a des vulnérabilités s'il n'y a pas les moyens pour les traiter derrière. C'est un petit peu comme si on disait, ils évitent de dire: «Attention, peut y avoir le feu chez vous», tant qu'ils n'ont pas officiellement sorti les extincteurs. Et là, ce qui est assez, étonnant, c'est que Philips a dit: «Bah, en fait, donc le 9 novembre 2021, oui, en fait, il y a des vulnérabilités qui peuvent nous affecter». Sauf qu'en fait, ils ont dit: «Bah, il y a des correctifs qu'on ne fournira qu'en octobre 2022». C'est-à-dire que là, les correctifs sont pas encore disponibles et ils ont officiellement annoncé: «Bah, attention, il faudra presque 1 an de travail sur le sujet». Donc les équipements biomédicaux, en fait, i leur rythme de production des correctifs de sécurité, bah, c'est extrêmement lent et on est très loin des mises à jour, par exemple sur Linux, on voit que c'est presque tous les jours ou alors des mises à jour même Windows où c'est plutôt tous les mois. On est plutôt proche du monde des systèmes industriels avec des rythmes extrêmement lents où la partie production et fonctionnement va avoir une importance bien plus élevée que la partie, impact en termes de confidentialité et tout et donc on fait très attention à la sortie des mises à jour et ça veut dire que les mises à jour sont longues à produire. Les risques propres là-dessus, donc je vous ai donné quelques exemples ici, c'est les dispositifs médicaux, en fait, si on les analyse sur l'angle classique de disponibilité, intégrité et confidentialité, en fait, ce qu'on voit, c'est que la disponibilité, c'est un élément qui peut être problématique parce que si jamais on n'a pas accès aux informations des dispositifs biomédicaux, bah, ça peut entraîner un retard dans les diagnostics ou les travaux du personnel soignant. Pour la partie intégrité, si jamais les données de ces dispositifs biomédicaux, si jamais ces données sont altérées, bah, dans ce cas-là, en fait, ça peut entraîner des mauvais diagnostics, donc c'est pas bien non plus. Et puis sur la partie confidentialité, c'est plutôt un risque en fait, juridique puisque si jamais, par exemple, quelqu'un récupère des données de santé, en fait, ça entraîne des expositions assez fortes du point de vue juridique avec tout ce qui est RGPD notamment et la CNIL veille assez fortement sur ces sujets-là. Et à ça, donc il y a ces contraintes déjà sur la gestion des risques par rapport à disponibilité, intégrité et confidentialité. L'autre élément qui est une contrainte en général pour, les systèmes d'information de santé et donc qui génère un risque, c'est que, bah, il y a un nivellement par le bas, en fait, en termes de sécurité informatique, puisque si jamais vous avez des systèmes qui sont obsolètes ou alors qui sont très durs à faire évoluer en termes de mise à jour, par exemple, si un constructeur vous dit: «Faut pas installer la mise à jour Windows 10 là, tant qu'on l'a pas qualifié, attendez encore un petit peu», et ben, ça fait que vos systèmes sont forcément un peu plus obsolètes que les autres et en informatique, malheureusement, souvent, c'est comme si on disait: le système d'information, c'est un arbre et la sécurité de cet arbre, en fait, dépend du fruit le plus facile à atteindre et c'est des fruits qui peuvent être assez faciles à atteindre du point de vue technique. Je parle pas du point de vue exposition réseau, mais du point de vue purement technique. C'est des systèmes qui, si jamais ils sont obsolètes par rapport aux autres, sont plus faciles à atteindre que le reste. En plus, sur la partie IT, il y a quand même de plus en plus d'interconnexions, donc ça fait que vous avez des systèmes faciles à attaquer potentiellement, qui en plus sont très interconnectés, donc ça peut générer des risques. Sur la partie disponibilité, intégrité et confidentialité, en fait, ce qu'on voit, c'est que, bah, effectivement, on peut attaquer un système, de type, dispositif biomédical, mais franchement la vraisemblance du risque, elle est assez faible parce qu'il y a peu d'experts aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous allez voir, par exemple, dans n'importe quelle école d'ingénieur, dans n'importe quelle faculté des informaticiens et vous leur dites: «Allez, essaye d'attaquer un équipement Philips», par exemple, bah, ils ont pas eu d'équipement Philips chez eux en laboratoire ou alors en laboratoire virtuel, ou ils ont pas non plus, eu, d'équipement Philips à l'école à attaquer souvent et donc c'est pas des choses qu'ils savent faire intuitivement. Par contre, la partie impact, elle est forte puisque si jamais il y a une attaque qui se produit, bah, ça peut faire beaucoup de dégâts. À l'inverse, en fait, la partie IT qui est connectée à des dispositifs biomédicaux, elle, eh bien, elle peut plus facilement être attaquée parce qu'attaquer un Windows 7, par exemple, tout le monde sait le faire. Il y a plein d'outils, même automatiques, qui existent sur le sujet. Et donc, même de manière automatique, il peut y avoir des attaques informatiques. Et l'impact, bah, il peut être moyen à fort, c'est-à-dire qu'il peut être moyen si jamais c'est juste la machine, elle a un petit problème, par exemple, elle mine de la crypto-monnaie, à la limite, pourquoi pas. Par contre, c'est très fort si jamais les données sont carrément chiffrées, parce que là, vous pouvez avoir un blocage du système qui est câblé à la partie, biomédicale et donc ça peut empêcher de contrôler le scanner, de récupérer les images et tout et donc ça entraîne aussi un impact sur la partie disponibilité. Donc tout ça pour dire que, très sincèrement, aujourd'hui, au niveau des risques propres aux dispositifs médicaux, attaquer un dispositif biomédical, si jamais il y a quelqu'un qui vous attaque là-dessus, a priori, c'est que la personne est très, très, très douée et qu'elle, elle a d'autres moyens derrière elle. À l'inverse, quelqu'un qui attaque la partie IT,
liées au dispositif biomédical, ça, c'est quelque chose qui est bien plus plausible et d'ailleurs, en fait, la personne va attaquer parfois la partie IT qui pilote la machine IRM, par exemple, sans se dire que c'est une machine connectée à une IRM, c'est juste, elle va se dire: «Tiens, une machine obsolète, j'en profite, j'essaie de rentrer et je vois ce qui se passe». Quelques exemples là-dessus. C'est en fait, si jamais on va même sur des moteurs comme, Shodan, donc vous pouvez regarder en fait, sur, ce moteur de recherche qui est assez connu, donc Shodan, c'est l'équivalent de Google, on va dire, ou de Qwant, pour indexer des équipements qui sont notamment vulnérables, qui ont des ports ouverts et ce qui est assez intéressant, c'est si vous cherchez, les équipements qui écoutent avec du DICOM sur, internet, bah, vous avez plein de retours là-dessus et pour vous montrer que c'est quand même des équipements qui sont obsolètes malheureusement, c'est là, je vous ai montré un exemple où il y a un port avec, du DICOM. Donc DICOM, je vous rappelle, c'est les éléments pour échanger des données avec, par exemple, un dispositif biomédical et on voit qu'il y a un port avec du Tomcat en version 8.5.5 et Apache Tomcat 8.5.5, ça date de 2016. Or, la petite recherche, je l'ai réalisée hier et donc ça veut dire que la machine, a priori pas été beaucoup maintenue sur les dernières années. Donc là, c'est un petit exemple pour vous montrer que la partie obsolescence des systèmes IT connectés aux dispositifs biomédicaux, bah, c'est un vrai sujet, c'est de là que le risque, viendra en premier. Les recommandations générales, donc il y a eu des recommandations qui ont été établies par pas mal d'acteurs sur le sujet et notamment, bah, l'Agence du numérique en santé, qui dit qu'il faut cloisonner les équipements, donc cloisonner ces éléments-là pour éviter, qu'il y ait des effets de bord en termes d'attaque informatique, mais aussi comme ce sont des équipements qui peuvent être assez facilement obsolètes par rapport au reste du système d'information, bah, faut mieux les isoler. Il faut aussi les inventorier, c'est-à-dire qu'on rappelle souvent qu'il faut connaître votre système d'information pour, bah, en fait, savoir ce qu'il y a à protéger derrière et prendre les bonnes décisions. Donc il faut faire un inventaire. Il faut aussi appliquer tout ce qui est maintenu en conditions de sécurité. En fait, eux, ils disent: «Il faut faire le suivi des normes de sécurité et la mise à jour des procédures planifiées dans le temps». En fait, c'est vraiment c'est faire du MCS, donc le maintien en conditions de sécurité, notamment suivre les nouvelles vulnérabilités, appliquer les correctifs de sécurité régulièrement et dernier point, surveiller le trafic réseau, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas d'attaque informatique, des éléments comme ça dessus. Nous, au niveau de CyberWatch, les éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui concernent plutôt les blocs 2 et 3. C'est-à-dire que le cloisonnement réseau, on ne fait pas de pare-feu, on ne fait pas d'outils comme ça, donc ça, c'est hors de notre périmètre et la partie surveillance du trafic réseau, idem. C'est-à-dire que typiquement, si vous voulez faire plutôt tout ce qui est, surveillance du trafic réseau, il faut plutôt prendre des solutions de type IDS ou IPS. Souvent, il y en a aussi dans les dispositifs de type pare-feu. Un exemple, ça peut être par exemple du Gatewatcher pour tout ce qui est, surveillance du trafic réseau. Nous, au niveau de CyberWatch, notre métier, c'est tout ce qui maintient en condition de sécurité avec la partie vulnérabilité et également la partie conformité. Et on va parler de comment on peut faire de l'inventaire sur ces éléments-là de santé et également le MCS. Donc, comment on peut faire un inventaire sur le système d'information de santé? En fait, la première étape, c'est déjà de faire une identification de tous les postes qui sont connectés à des dispositifs médicaux et CyberWatch permet d'ailleurs de récupérer des éléments là-dessus. En fait, des exemples qu'on peut faire, c'est quand on scanne des actifs avec CyberWatch, je dirais, on peut faire pas mal de petites recherches et donc si mais vous dites: «Je me débrouille pour avoir CyberWatch, par exemple, qui est présent sur tous mes postes de travail», ben, on peut derrière faire des requêtes du type: «Quels sont les postes qui ont des outils comme Radiant?» Donc Radiant, c'est un dispositif qui récupère des informations en DICOM notamment et donc ça vous permet de lister les actifs qui auraient ça, ou alors quels sont les postes qui ont des ports typiquement utilisés par du DICOM qui seraient ouverts et typiquement Radiant ouvre le port 11112 et donc on peut faire des requêtes de ce type-là pour lister les actifs qui répondent à ces enjeux. Autrement dit, si jamais vous avez lancé un grand chantier pour scanner tout votre parc informatique avec CyberWatch par exemple, ou avec un autre outil d'ailleurs, c'est des marqueurs là, le est-ce que je détecte du radiant? Est-ce que je détecte des ports DICOM? C'est des marqueurs qui vont vous permettre d'identifier peut-être plus facilement les équipements qui sont liés à tout ce qui est dispositifs médicaux. C'est parfois plus facile de faire ça que de demander, à vos collaborateurs, bah, finalement, quelles sont les machines connectées à du biomédical parce que ça, c'est difficile d'avoir une réponse. Alors que si vous faites une vérification technique, ça peut vous aider à gagner du temps sur ces éléments-là. Donc ça, c'est une approche vraiment, c'est quels sont les radiants, par exemple, que je détecte? Quelles sont les machines qui ont le port en question ouvert? Et vous pouvez faire des recherches de ce type-là sur même, des dispositifs, Siemens, Schneider et cetera. Pour identifier la partie dispositifs médicaux en tant que tel, bah,
Là-dessus, c'est un peu plus complexe, ça dépend du constructeur. Il y a des outils de gestion centralisés de temps en temps. Par exemple, le Siemens fait beaucoup ça. En fait, Siemens va vous fournir des outils qui vous permettent de gérer une flotte derrière de gestion des actifs qu'ils ont. L'idée, c'est dans ce cas-là, vous pouvez en profiter pour récupérer la mémoire de ces outils-là, pour vérifier en fait notamment les firmware auxquels les postes qui ont l'outil de gestion ont parlé. Ça vous permet en fait d'avoir une approche où, pour résumer, un poste de pilotage qui a parlé à plein de machines, par exemple Siemens, va garder en fait des traces mémoire qui vont dire: «Ah, je me souviens, j'ai parlé à un équipement Siemens avec tel firmware, un tel autre équipement Siemens avec tel autre firmware» et cetera. Et dans ce cas-là, il y a la possibilité de récupérer automatiquement la mémoire de ces outils. Souvent, ça se fait avec des petits scripts. Et c'est plus facile pour aussi identifier ce que vous avez en termes de dispositifs biomédicaux. L'autre option, c'est de faire de l'identification manuelle. L'avantage, c'est que les équipements biomédicaux, physiquement, ça prend un peu de place quand même, on peut les identifier. Et donc ça, l'idée, c'est de faire de l'identification. Il y en a beaucoup maintenant dans le monde du système industriel qui font de l'identification de leur PLC avec des QR codes. Et en fait, l'idée, c'est peut-être de tendre vers ça aussi au niveau des dispositifs biomédicaux, c'est-à-dire se dire: «Bah, là, j'ai identifié, j'ai inventorié, j'ai répertorié cet équipement-là, je sais comment il est dans mon inventaire, je sais dans quelle version il est». Et par contre, une chose super importante, c'est il faut éviter normalement, j'ai bien normalement, il faut éviter les scans directs avec, par exemple, des dispositifs de scan réseau, typiquement du Nmap ou des choses comme ça. Parce que globalement, ça reste quand même des machines qui peuvent être assez sensibles et il faut savoir que de temps en temps, une simple requête réseau un peu trop violente sur les ports qui seraient exposés par le dispositif médical, ça peut engendrer des pannes. Donc vraiment, la recommandation officielle par rapport à ça, c'est le mieux, c'est de d'abord identifier des postes qui sont en contact, des postes IT qui sont en contact avec les équipements biomédicaux. Puis, une fois que vous avez identifié les postes IT, de voir si vous pouvez pas faire de l'extraction de la mémoire de ces outils-là, ou alors sinon, si vous avez vraiment pas le choix, bah, plutôt faire de la recherche manuelle, physique. Et dernier recours, la dernière des dernières options, c'est la partie scan réseau, mais vraiment dans cet ordre-là. Alors maintenant, comment on fait pour appliquer le MCS sur les dispositifs médicaux? Eh ben, chaque constructeur en fait fournit des listes avec les alertes de sécurité sur le sujet. Par exemple, Philips, il y a un site dédié. Siemens, il y a le site dédié. Et vous avez pareil chez Schneider. Donc, vous avez la possibilité de faire une veille en allant régulièrement consulter les informations de chaque constructeur directement. Sauf que ça prend un petit peu de temps et puis il faut le faire pour chaque constructeur. Et nous, ce qu'on a quand même observé et que je voulais du coup mettre en avant, c'est en fait, les autorités aujourd'hui donnent déjà des informations sur les bases CVE notamment, et il se trouve que les bases CVE sont quand même assez bien renseignées sur les sujets. C'est pas le cas pour tous les constructeurs, notamment par exemple si vous faites des veilles sur tout ce qui est équipement réseau, vous verrez que les fiches des CVE, que ce soit au niveau du certificat de l'ANSSI ou alors au niveau de la base NVD, les fiches des CVE renseignent très rarement toutes les configurations vulnérables. Ce qu'on a observé, c'est que pour, tous les équipements plutôt comme, du Schneider, du Siemens et tout, bah, il y a un petit effort qui a été fait et en vrai, ça mérite d'être mis en avant. C'est-à-dire que plutôt que de vous retrouver à faire la veille tous les jours, par exemple sur Siemens, sur Schneider, sur Philips et cetera, bah, en fait, vous pouvez déjà obtenir pas mal d'informations sur un endroit un peu centralisé au niveau du CertFR ou au niveau de la base du NVD. Cas concret, c'est en fait, vous pouvez consulter sur les bases, du NVD, vous pouvez consulter les informations qu'on appelle des codes CPE. Donc les codes CPE, c'est des codes qui permettent de décrire des configurations qui vont être vulnérables ou pas. Et là, par exemple, ils disent qu'en version CPE 2.3, donc ça, CPE 2.2.3, ça veut dire que c'est le format 2.3 du code CPE. Le petit o, ça veut dire que c'est un système d'exploitation. Donc là, on va parler d'un firmware notamment, et ils vont dire, bah, un firmware Philips de type MRI, donc MRI c'est pour, en fait c'est pour la partie, imagerie par résonance magnétique, mais en anglais. Donc MRI 3T, donc ça c'est une catégorie d'équipement de chez Philips pour tout ce qui est IRM, et firmware, donc ça c'est le micro-logiciel, et ils vont dire, bah, en fait les firmware des IRM 3T de chez Philips, de la version 5.0 à 6.0 exclus, sont affectés par la vulnérabilité qui est mentionnée, donc sur la fiche, par exemple, dans le NVD, sur l'exemple en tout cas que je donne ici. Et de la même manière, ils vont dire: «Et pareil pour la version IRM 1.5T». Quand on regarde derrière,
On voit ici que si jamais vous avez un inventaire de vos firmware avec leur version pour les équipements, IRM, par exemple Philips, bah, là, on va dire: «OK, j'ai une IRM 1.5T avec la version 5.0.1 du firmware. J'ai une IRM 3T avec la version 6.0.0 du firmware. Est-ce que je suis concerné ou pas?» Bah, vous pouvez faire les comparaisons vous-même, même à la main, c'est assez facile finalement, pour vérifier si mais vous êtes vulnérable ou pas et ça vous donne l'information assez facilement comme ça. Donc ça, c'est pour la partie plutôt, biomédicale. Si mais on se concentre aussi sur la partie IT, bah, là, c'est les approches plus classiques, c'est votre Windows 10, est-ce qu'il est à jour? Est-ce que vous avez des CVE? Et cetera. Votre Windows 7, bah, là, il faut carrément le migrer. Windows XP pareil, c'est vous avez la possibilité de faire une veille finalement sur la partie IT très classique avec le maintien en condition de sécurité que tout le monde connaît et cette approche finalement, elle peut être traduite aussi dans le monde du biomédical. La vraie difficulté du biomédical, c'est souvent de récupérer la partie quelles sont les versions de mes composants et c'est pour ça que je vous renvoie à l'approche précédente. C'est idéalement, si vous voulez avoir l'approche la plus facile, c'est utiliser les outils de gestion centralisée lorsqu'il y en a et sinon, autre action possible, c'est faire des scripts qui, depuis les postes qui pilotent ces éléments-là, voire pour récupérer les trames réseau qui vont pour récupérer ces informations. En tout cas, ça peut s'automatiser dans bien souvent des cas. Mais appliquer tout ce qui est maintien en condition de sécurité, bah, c'est aussi bien prioriser, surtout quand on a des équipements qui sont très difficiles à maintenir comme ça. Et donc, comme il y a beaucoup, beaucoup de vulnérabilités, comment on fait pour bien prioriser le tout? Et donc là, c'est des seuils que vous m'avez déjà peut-être vu présenter. Je les ai mises à jour. Pour vous donner un petit exemple, c'est, que récemment, il y a une faille qui est sortie, donc c'était en janvier, qui s'appelait Spring4Shell. Elle a un nom qui évoquait un petit peu ce qui s'était passé en décembre avec Log4Shell. Sauf qu'en fait, Spring4Shell, bah, c'est une vulnérabilité qui nécessite énormément d'erreurs de configuration de la part des utilisateurs, qui fait très peu de dégâts. Et pour résumer, c'est une vulnérabilité qui, quand on fait des recherches sur Google, par exemple, montre qu'il y a 1 million de résultats. À l'inverse, il y a une autre vulnérabilité qu'on voit encore trop souvent chez des clients ou alors chez, des personnes avec lesquelles on peut travailler, qui s'appelle Bluekeep. C'est une vulnérabilité qui, elle, est très facile à utiliser et qui fait beaucoup moins de bruit. Elle a 492 000 résultats sur, Google. On en parle beaucoup moins aussi sur les réseaux sociaux et ce que je voulais vous dire, c'est faut pas se fier du coup à est-ce qu'une vulnérabilité, elle est ultra mentionnée sur les réseaux sociaux ou sur Google. Il faut avoir une approche un petit peu plus fine que ça et c'est quelque chose de très classique qu'on a, c'est les humains pour, gérer le risque en général, ils disent: «Bah, plus on parle d'un risque, plus il est élevé». Or c'est pas le cas et l'exemple, c'est les requins par rapport aux moustiques. C'est-à-dire que si jamais vous dites aux gens, de quoi avez-vous peur? Vous allez très souvent avoir, le mot: «J'ai peur des requins». Ça fait beaucoup de bruit, la peur des requins, alors qu'en fait, il y a moins de 10 morts par an. Par contre, presque personne parle des dangers et de la peur des moustiques, alors que c'est 800 000 morts par an. Et donc Spring4Shell, bah, c'est un peu, en fait, un requin. C'est-à-dire que tout le monde en avait peur, mais c'est très, très peu de dégâts, alors que Bluekeep, là, c'est un vrai danger et c'est ça ce qui méritait votre attention. Donc il faut faire une analyse de risque propre. Pour évaluer le risque justement en termes de gestion des vulnérabilités, il y a 2 éléments importants, c'est le risque technique, c'est-à-dire est-ce que la vulnérabilité est facile à utiliser ou pas? Est-ce que techniquement elle est intéressante pour les pirates? Et puis le risque métier, c'est-à-dire finalement quand elle se met chez moi cette vulnérabilité, est-ce qu'elle va avoir un impact métier qui va être gênant pour moi? Gênant notamment par rapport à mes objectifs, c'est-à-dire que dans les équipements de santé, vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs que par exemple des, éléments qui sont liés à de la disponibilité, réseau par exemple. Ça va être une autre approche. Vous allez avoir d'autres risques, notamment juridiques avec le RGPD. Et donc finalement, le risque technique, c'est la probabilité que l'attaque se fasse, parce que plus une vulnérabilité va avoir de kits d'attaque, par exemple disponibles sur internet, plus elle va être facile à utiliser. Et si elle est facile à utiliser, elle peut dans ce cas-là être automatisée. Et quand elle est automatisée, c'est-à-dire qu'il y a des robots qui vont lancer la vulnérabilité coûte que coûte, même si vous ne l'avez pas. Et en tout cas, ça veut dire qu'elle a statistiquement plus de chances d'être utilisée contre vous. La partie impact, c'est est-ce que la vulnérabilité, quand elle est utilisée avec succès, est-ce que ça va vous faire du mal? Pour ça, il y a une méthode qui fonctionne très bien aujourd'hui qui s'appelle le CVSS V3.1 très précisément et en fait, souvent, on parle du score des autorités qui, par contre, attention, le score fourni par les autorités, c'est uniquement ce qu'on appelle le score de base. C'est-à-dire que les, vulnérabilités, lorsqu'elles sont publiées, elles ont un score qui est attribué par les autorités qui va de 0 à 10. 10, c'est très élevé, 0, c'est pas grand chose pour le coup et en fait, c'est le score de base, c'est-à-dire que c'est un score qui est non contextualisé.
En gros, les autorités vont vous dire: «Bah, voilà, cette vulnérabilité, nous, on pense que, par exemple, elle vaut 8,3 sur 10». Normalement, je dis bien normalement, il faudrait requalifier en continu ces scores-là pour les projeter dans votre environnement et aussi regarder si jamais c'est des vulnérabilités qui intéressent réellement les pirates. Nous, on fait ce travail-là pour vous au niveau de CyberWatch, c'est-à-dire qu'on calcule déjà de base pour vous ce qu'on appelle le score temporel, qui est: est-ce que la vulnérabilité, en ce moment, elle mérite vraiment, l'attention des pirates? Est-ce qu'elle a des kits d'attaque qui ont été publiés? Est-ce qu'elle fait un petit peu de bruit dans la communauté des attaquants? Et si oui, en fait, le score va être augmenté. Si jamais ce n'est pas le cas, le score va être réduit. Mais ça ne prend pas en compte votre contexte métier. C'est-à-dire que la vulnérabilité, quand on la recalcule avec le score donc qu'on appelle le score temporel, parce qu'il varie dans le temps, donc score temporel, c'est le même pour tous nos clients, par exemple. À l'inverse, par exemple, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez préciser pour chacun de vos actifs scannés avec CyberWatch, vous pouvez en fait préciser le score environnemental qui va dans ce cas-là dire: «Moi, j'ai des besoins en termes de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité sur cet actif-là» et quand vous renseignez ça, eh bien, on va corréler le score de base, le score temporel avec vos enjeux métiers pour donner un score final contextualisé, cette fois qui va prendre aussi bien en compte le risque technique, la probabilité d'une attaque, ça c'est le risque temporel, que votre risque métier avec la partie environnementale. Et ça fait qu'une même vulnérabilité qui, par exemple, partait à 8,3 sur 10 va valoir 5,9 sur un actif A et par exemple 9 sur un actif B. Et donc une même vulnérabilité va pas avoir le même comportement sur plusieurs de vos actifs et après ça vous sort des listes priorisées qui vous permettent d'identifier ce qui vous intéresse réellement. Le score temporel, du coup, c'est vraiment la probabilité de l'utilisation de la vulnérabilité. Comme j'ai dit, ça varie dans le temps et ça dépend de l'écosystème de la sécurité informatique. C'est-à-dire que plus il y a des personnes qui vont travailler sur une vulnérabilité, plus ce score va être augmenté. Le score environnemental, c'est vraiment la partie quelles sont vos exigences métiers. C'est vous qui définissez tout ça. C'est vous, en tant que gestionnaire du système d'information, qui définissez vos besoins, vos exigences. Et donc ça permet de prioriser les vulnérabilités d'une manière rationnelle, qui est reconnue au niveau international. Pour vous donner aussi des informations en plus, vous verrez alors là, je vais sortir de ma présentation comme ça. En fait, ce que je voulais simplement vous préciser, c'est vous verrez si vous faites des petites recherches, qu'il y a un nouveau score qui est en train d'apparaître, qui s'appelle l'EPSS pour Exploit Prediction Scoring System. On est en train de regarder aussi de notre côté pour l'ajouter dans CyberWatch. Et en fait, le PSS, c'est quoi? Bah, c'est une nouvelle, c'est un nouveau score qui est en train d'être ajouté pareil par le FIRST, qui est en fait, l'organisme qui maintient aujourd'hui le CVSS, la norme CVSS. Et le PSS, eh bien, c'est une approche qui va vous permettre d'avoir le taux en gros de probabilité qu'une vulnérabilité soit prochainement vraiment intéressante pour les pirates. C'est un score qui est maintenu au niveau international avec des analyses à base de machine learning notamment. Et donc c'est vraiment une approche internationale donc reconnue par, qui sera reconnue par tout le monde. C'est fait par le FIRST qui est l'organisme derrière le CVSS, donc ça va vraiment être reconnu. Et il faut savoir que le PSS, vous pouvez vous inscrire très facilement aussi même sur leur liste de diffusion pour les plus curieux d'entre vous qui souhaiteraient recevoir un peu les informations en avant-première. Et ça va vous donner un score qui va varier en plus régulièrement pour les vulnérabilités qui consistent à dire, bah voilà, là par exemple, il y a des vulnérabilités Windows. Pour l'instant, on n'a même pas encore le score CVSS, mais vu les termes qui sont liés à la description de la vulnérabilité, il y a une statistique de par exemple 90 pour que la vulnérabilité soit intéressante pour des pirates plus tard. Et donc ça vous permet d'avoir une approche où il y a des statistiques au niveau international qui donneront les potentiels d'exploitabilité finalement de chaque vulnérabilité. Ça va arriver très prochainement. Donc, regardez vraiment les éléments. Vous voyez que c'est très maintenu. Les dernières mises à jour, elles datent du 4 février. Et si ça vous intéresse, vous tapez donc EPSS avec First et vous verrez tout de suite des choses ressortir sur le moteur de recherche que vous utilisez. Donc ça, c'est si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, si vous voulez être déjà dans le futur. Le problème du score CVSS ou même de l'EPSS, c'est que ça demande beaucoup de travail humain et donc nous, en fait, ce qu'on fait au niveau de Cyber, chez nous, notre métier, c'est de vous faire gagner du temps principalement par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on vous aide à faire l'inventaire des actifs, d'en déduire aussi les vulnérabilités, de vous aider à prioriser ces vulnérabilités et à gagner du temps donc au quotidien et à prendre les bonnes décisions. Ça, c'est notre métier. Et donc CyberWatch, bah, justement, c'est une solution de gestion des vulnérabilités
et de contrôle de la conformité, on a une brique de cartographie des actifs qui vous permet de regarder un petit peu ce que vous avez soit à l'extérieur de chez vous, soit à l'intérieur de votre système d'information. On peut notamment lancer les fameuses recherches sur quels sont les actifs qui vont exposer un des ports d'ICOM, par exemple. On peut lancer des recherches aussi en disant quels sont les actifs qui sont dans mon Active Directory, etc. On peut faire pas mal de recherches de cartographie comme ça. Derrière, on fait du scan de vulnérabilité. Et puis, les résultats, vous pouvez aussi les contextualiser. Vous pouvez identifier pour chacun de vos actifs vos enjeux métiers, dire là j'ai des enjeux de disponibilité ou d'intégrité ou de confidentialité. Et quand vous faites ça, CyberWatch va rajouter les parties temporelles. On fait une veille pour sur les vulnérabilités pour vous. On regarde en permanence quelles sont les nouvelles vulnérabilités qui ont un intérêt pour les pirates. Et ça nous permet de vous sortir la liste des vulnérabilités les plus intéressantes pour les pirates et qui sont les plus impactantes dans votre contexte métier. Donc ça nous permet de sortir une liste priorisée des actions que vous devez faire. Derrière, vous pouvez prendre des décisions et notamment on vous indique, il y a un tableau de bord qu'on a que les clients aiment bien en général, c'est on vous indique quelles sont les actions qui vont traiter le plus de vulnérabilités. En gros, quels sont les efforts, qui vont tout de suite avoir l'impact le plus fort. Et vous avez un module aussi de patch management, donc attention, là je précise tout de suite, le module patch management, il fait tout ce qui est, par exemple, KB dans le monde Windows, tout ce qui est apt zipper dans le monde Linux. Donc on peut déployer nativement des correctifs de sécurité, mais on ne fait pas de magie, ça veut dire que notamment on ne fait pas les patchs, par exemple, sur les systèmes biomédicaux. On ne va pas déployer les nouveaux firmware de vos équipements IRM Philips. Ça, malheureusement, ça restera une action à faire de votre côté. Au niveau de l'architecture, notre logiciel, il se déploie en mode on-premise, donc vous pouvez déployer un scanner dans votre environnement et c'est une machine virtuelle Linux. Ce scanner, il se synchronise avec une base qui est dans le cloud, qui est en l'occurrence donc, chez un hébergeur français et territoire français. Et c'est une base qu'on met à jour toutes les heures en matière de nouvelles informations sur les vulnérabilités. Par exemple, là, on va être le deuxième mardi du mois aujourd'hui. Ce soir, Microsoft va sortir les nouvelles informations sur les nouvelles vulnérabilités. Notre base va se mettre automatiquement à jour, puis les scanners de nos clients vont récupérer ces informations. Et concrètement, ça fait que demain matin, on aura déjà nos clients qui auront les premiers résultats des scans de vulnérabilité réalisés sur leur parc. On peut aussi déployer des scanners complémentaires qui sont dans ce cas-là pilotés par le scanner maître avec centralisation des résultats vers le scanner maître. Et j'insiste sur un point, c'est tous les résultats restent sur le scanner maître. C'est-à-dire que notre entreprise CyberWatch ne connaît pas les vulnérabilités de ses clients. Notre modèle de menace là-dessus, c'est on ne veut pas que, en cas de problème chez nous, ça ait un impact pour vous. Tout reste chez vous. On n'a pas accès à vos vulnérabilités, c'est très bien comme ça. Au niveau des modes de scan, on peut faire du scan avec ou sans agent. Là, le concept, c'est CyberWatch, par exemple, va obtenir des informations vraiment sur la configuration de vos machines. Le mode avec agent, c'est on installe un petit agent donc sur la cible, et dans ce cas-là, c'est la cible qui envoie des requêtes en HTTPS vers le scanner CyberWatch. Ça, c'est très utilisé, notamment sur tout ce qui est poste de travail. On peut aussi faire ce qu'on appelle du scan sans agent, et dans ce cas-là, c'est le scanner CyberWatch qui se connecte vers la cible avec du SSH pour les machines Linux Unix, du WinRM pour les machines Windows ou du SNMP pour tout ce qui est équipement réseau ou équipement un petit peu cloisonné. Donc typiquement, si on se dit je voulais scanner du Palo Alto, du Storm Shield, etc., c'est plutôt avec du SNMP. On peut faire aussi des scans de port ou de sites web, et dans ce cas-là, c'est vous saisissez une URL ou une adresse IP et on tape dessus, et quand il y a un site web identifié, on va en plus faire une exploration et une analyse OWASP, donc on regarde tout ce qui est injection XSS, injection SQL, etc. Et dernier point, on a le scan qu'on appelle le scan déconnecté, où là, l'approche est un peu différente, ça vous permet d'extraire les scripts de scan de CyberWatch, ça vous fait des fichiers Bash et PowerShell. Vous les mettez par exemple sur une clé USB et derrière vous pouvez aller scanner un actif avec cette clé USB. Ça fait des fichiers texte. Ces fichiers texte, vous les renvoyez dans le scanner CyberWatch et ça vous donne les résultats. À quoi ça sert cette chose-là? Typiquement, je vous en parle aujourd'hui parce que ça peut être utilisé pour les scans des environnements ultra sensibles, ultra cloisonnés, typiquement dans votre cas, les équipements biomédicaux. Ça vous permet de scanner les actifs à l'aide d'une clé USB du coup, mais pas que. En fait, on a une approche très flexible par rapport à ça. Si jamais vous avez déjà un référentiel, par exemple, si jamais vous utilisez déjà GLPI, on le voit très souvent dans les établissements publics, si vous utilisez GLPI et supposons que vous ayez déjà dans GLPI la liste de tous les firmware de vos équipements biomédicaux, et bien typiquement, on peut récupérer les données qui sont là-dedans et les câbler dans CyberWatch pour envoyer les résultats et faire les analyses.
On peut aussi faire de la saisie manuelle avec, des formulaires que vous pouvez remplir si vous le souhaitez. C'est-à-dire vous pouvez faire l'inventaire directement manuellement dans CyberWatch et puis si vous avez des solutions un peu plus évoluées, notamment des solutions de type sonde de reconnaissance d'actifs, donc ça c'est en général des sondes réseau qui vont dire: «Ah, j'ai détecté des flux par exemple, DICOM et je vois en fait passer des trames qui ressemblent à, un équipement de type Schneider Electric par exemple». Bah, on peut aussi se câbler à ces équipements-là. Mais attention, pour pouvoir faire les analyses proprement, nous aurons dans ce cas-là besoin que la sonde de reconnaissance donne précisément le modèle de l'actif. Par exemple, nous dire: «Il y a un équipement Philips», ça ne suffit pas. Il faut qu'on sache que c'est un Philips de type, par exemple, IRM3T et qu'en plus, on ait la version et ça, malheureusement, il y a plein de centres de reconnaissance d'actifs qui vont vous dire qu'ils sont capables de récupérer ça. Nous, en pratique, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas si simple et c'est pas de leur faute, c'est que, c'est pas possible aujourd'hui d'obtenir ce degré de précision juste en analysant les trames réseau et ce, pour la plupart des équipements, malheureusement. En tout cas, on c'est pour vous dire qu'on est très flexible, soit par clé USB, soit en se câblant à un référentiel tiers, donc une CMDB ou alors une sonde qui aide à faire de la reconnaissance d'actifs ou encore avec des informations dans un formulaire. En termes de périmètre, donc ça c'est une information qui est incomplète. Ici, je vous ai mis que les équipements qu'on trouve le plus souvent dans les éléments, des centres hospitaliers. On fait les scans de postes de travail, de serveurs, d'équipements réseau, de conteneurs et d'images Docker, de sites web, mais depuis aussi, maintenant plusieurs mois, on fait des analyses sur les bibliothèques logicielles. Si vous avez des équipements, en interne sur lesquels vous avez du développement avec des modules pip, gem, npm, java et cetera, en fait, on peut faire des analyses de ces éléments-là aussi. Et on fait aussi des équipements industriels, donc typiquement Philips, Siemens, et cetera. Et également, maintenant, on fait les analyses des environnements cloud. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, aussi du Azure, des choses comme ça, on peut analyser notamment les configurations de ces environnements-là en matière de conformité pour vous aider à identifier derrière les actions à réaliser. Alors, maintenant, je vais passer à la partie démonstration et je rappelle qu'il y a un chat en ligne. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à poser des éléments dans le chat en ligne. Ça, c'est l'interface du logiciel CyberWatch. Donc le logiciel CyberWatch, quand vous vous connectez dessus, vous avez des indicateurs sur, aujourd'hui, combien de vulnérabilités, combien de CVE sont prioritaires. Ça, c'est les CVE, c'est quoi? Donc c'est les vulnérabilités qui sont déclarées publiquement. Et c'est quoi une CVE qui est prioritaire? Eh bien, c'est une CVE où quand on la met dans mon contexte métier, elle est importante. Finalement, donc c'est votre feuille de route. Vous avez aussi les CVE qui sont critiques avec un exploit élevé. Ça, c'est les CVE où elles sont peut-être pas importantes dans votre feuille de route à vous, mais par contre, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est les CVE qui, théoriquement, sont d'intérêt pour les pirates et pour les autorités. Et donc, c'est les CVE pour lesquels vous risquez d'avoir un petit appel de la part des autorités. Si jamais je clique là-dessus notamment, ça nous emmène dans ce qu'on appelle l'encyclopédie des vulnérabilités de CyberWatch, où là, vous retrouvez notamment 2 codes CVE que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, notamment le CVE 2021 44228. Si mais je clique dessus, et ben, en fait, c'est Log4Shell et effectivement, c'est une vulnérabilité où vous avez peut-être reçu des appels de la part de vos clients, de la part de vos fournisseurs, qui vous disent: «Bah, en fait, est-ce que vous êtes impacté?» C'est vraiment une vulnérabilité qui a fait beaucoup de bruit ou même de la part des autorités. Quand on va dans la fiche d'une vulnérabilité comme ça dans notre encyclopédie, on a la description de la vulnérabilité, les catégories de la vulnérabilité et les catégories, c'est quoi? C'est une classification des vulnérabilités qui permet d'en déduire les informations pour faire le diagramme Mitra. Ça, je vous montrerai un peu après ce que c'est. On a des informations sur la vulnérabilité, les avis de sécurité, donc je peux cliquer, j'ai les informations du CertFR de l'ANSSI, par exemple. Les informations aussi de Siemens, donc on fait vraiment la veille pour vous sur tous ces équipements-là. Les liens vers les kits d'attaque et puis, à la fin, vous avez aussi la liste des actifs associés à la vulnérabilité, c'est-à-dire les actifs qui sont impactés aujourd'hui par la vulnérabilité. Donc ça vous permet très facilement dans Cybot de répondre à l'actualité en disant: «OK, bah, finalement, quels sont les CVE critiques avec exploit élevé que je pourrais avoir chez moi?» OK, je clique. J'ai les informations, je clique sur la fiche, j'ai les informations sur la vulnérabilité et j'ai les actifs associés. Donc ça fait que si mais quelqu'un vous appelle pour l'une de ces vulnérabilités, ça vous permet de répondre très facilement. On indique également ce qu'on appelle les défauts de sécurité. Les défauts de sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est les éléments qui ne sont pas liés à des CVE. Vous allez de temps en temps avoir des problèmes de sécurité informatique technique
mais qui font pas l'objet de CVE au niveau international, parce qu'ils n'affectent que vous. Typiquement, un serveur obsolète, une application obsolète, une injection SQL sur un site web que vous maintenez vous-même, ça va générer des défauts de sécurité. Donc c'est ça ce qu'on appelle les défauts de sécurité. CyberWatch vous permet de faire de la découverte de vos actifs et je vous ai parlé tout à l'heure donc, de faire des recherches de la cartographie comme ça. CyberWatch vous permet de dire: «OK, je veux faire un balayage réseau et moi ce qui va m'intéresser, c'est de faire une recherche sur par exemple la plage 192.168.1.1/24» et vous pouvez demander à CyberWatch de faire une recherche sur les machines qui ont uniquement certains ports. Par exemple, vous pourriez dire: «OK, moi ce qui m'intéresse, c'est d'identifier mes machines qui ont l'UDICOM» et donc je peux taper les ports d'ICOM et je peux demander à CyberWatch de faire un balayage sur ces plages IP-là. Vous pouvez aussi demander à CyberWatch de faire des balayages à base de NSLOOKUP quand il s'agit de balayer d'énormes plages réseau, par exemple du /8, du /16. On peut aussi demander à CyberWatch de faire des recherches un peu différentes. Vous pouvez faire des recherches énumération DNS. Ça, c'est très pratique si jamais vous dites: «Moi, mon périmètre, c'est pas que la partie biomédicale, c'est aussi la partie, par exemple, exposée sur internet» et ça vous permet de dire à CyberWatch: «OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une recherche, par exemple, sur tous les éléments qui sont liés au nom de domaine cyberwatch.fr» et si je fais une recherche là-dessus, donc ça va lancer la requête. Faut attendre un tout petit peu que l'action se fasse, mais là, en fait, on va identifier les traces qui sont restées dans, CyberWatch pour ces éléments-là. Et on va vous dire: «OK, bah, en fait, vous avez par exemple support.cyberwatch.fr, vous avez docs, vous avez docker et cetera». Donc ça vous permet d'identifier des traces qui sont publiquement accessibles, qui sont laissées dans les traces de ce qu'on appelle Certificate Transparency. Il y a un article complet sur notre blog sur notre méthode là-dessus et en fait, c'est tous les certificats SSL/TLS que vous avez un jour générés qui seront ensuite identifiés là-dedans et ça vous permet quoi? Ça vous permet de tout sélectionner derrière et de dire: «Je veux tout scanner très facilement». Vous avez également la possibilité de nous câbler à des éléments comme, par exemple, de l'Active Directory, du VMware, de l'Azure AD. De l'Azure AD, ça, c'est notamment très pratique si jamais vous voulez faire des scans avec Intune. C'est-à-dire que CyberWatch, là, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on présentera au FIC pour, les personnes qui viendront donc au Forum international de la cybersécurité en juin. On va faire une petite démonstration là-dessus, donc je la fais pas aujourd'hui. En fait, on est capable d'importer les données de votre, Microsoft Intune pour faire des analyses de vulnérabilité sans utiliser d'agent et sans même demander une connexion WinRM ou quoi que ce soit. En fait, on va taper directement sur les API de Intune pour vous lister toutes les vulnérabilités. On peut faire des scans cloud et cetera ou alors du déclaratif, typiquement si vous voulez justement nous aider à référencer vos équipements biomédicaux. Derrière, on fait les scans de vulnérabilité sur tout ça et puis à quoi ça ressemble? Donc là, je vais essayer de vous prendre des éléments qui sont justement liés à du biomédical et donc j'ai typiquement renseigné un équipement IRM et donc quel est le format de données qu'on attend pour faire des analyses sur des équipements biomédicaux? Et ben, on attend en fait le format CPE. Quel qu'on fait? Le format CPE ici, ça va me permettre de dire: «OK, j'ai un équipement Philips déclaré en CPE 2.3, c'est un OS Philips de type MRI 1.5 pardon, T, c'est un firmware et j'ai la version 5.1. Ça peut être un petit peu violent de voir ces chaînes de caractères. On pourrait dire: «Oh là, ça a l'air super compliqué», mais je vous rassure sur un point, c'est en fait, on peut les générer automatiquement ces chaînes de caractères. Je vous montre juste un petit peu l'envers du décor, quel est le format qu'on utilise pour analyser tout ça. Quand on récupère une information de ce type-là, ça nous permet de nous dire: «OK, j'ai un équipement IRM 1.5T, c'est un firmware version 5.1.1 et c'est une marque Philips» et on compare ça aux données donc fournies au niveau international. On range le tout proprement dans notre interface et on vous dit: «OK, voici les éléments» et on va en déduire les vulnérabilités qui sont présentes derrière sur votre équipement. On vous donne les CVE associés, vous avez les informations et vous avez même les liens vers les informations des autorités, où on retrouve bien les fameuses configurations dont je vous parlais tout à l'heure et effectivement, on constate que là, je suis bien dans une configuration qui est vulnérable. Lorsqu'on dispose aussi des informations sur jusqu'à quelle version c'est corrigé, eh bien enfin, jusqu'à quelle version je suis vulnérable, on vous donne directement l'information pour vous dire: «Bah, voilà, là, en fait, ces 3 CVE, il faudrait passer à la version 6.0.0 de mon équipement pour traiter les vulnérabilités» et on vous fait même le calcul inverse, c'est-à-dire qu'on va vous dire: «Bah, en fait, vous embêtez pas à vous dire: "J'ai 3 lignes différentes"». En fait, la seule bonne action là-dessus, c'est de mettre à jour votre équipement IRM parce qu'en mettant à jour, vous traiterez 3 CVE. Directement, on vous donne ces informations et donc Cyber, je vous calcule tout ça
pour vous prioriser le tout et ça donc c'est sur un équipement biomédical, mais on le fait aussi sur des équipements donc industriels qu'on retrouve aussi dans du biomédical comme du Schneider, du Siemens typiquement. Donc on donne aussi ces éléments-là. Par exemple là c'est un Siemens Simatic et également on peut le faire dans le monde de l'IT, c'est-à-dire que si vous avez un poste de travail qui pilote tout ça et ben, le poste Windows, on va aussi vous le scanner, vous indiquer toutes les vulnérabilités associées et vous faire dans ce cas-là aussi les priorisations adaptées. Là, ici, par exemple, on vous dit, c'est une machine où là, ça peut faire un peu peur. On voit qu'il y a 1972 vulnérabilités détectées. On pourrait dire, oh là, catastrophe. Alors oui, peut-être catastrophe, mais en fait, si on regarde tout ça sous un angle solution, on voit que c'est un peu plus simple puisque il me suffit de déployer une KB, la KB du mois d'avril, et si mais je fais ça, je traite 1525 CV. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine qui a tellement pas été mise à jour depuis longtemps qu'en fait, c'est juste une question d'installation de KB ici et avec une action, je traite 1525 vulnérabilités parmi 1972 et donc Cyberwatch vous permet aussi de dégrossir un petit peu le terrain pour vous dire: «OK, je suis noyé sous les vulnérabilités, concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et quelles sont les actions qui vont avoir l'impact le plus fort en termes de remédiation chez moi?» On peut même vous aider à tracer ça pour tout votre parc informatique avec une vue comme ça, avec un rapport où on vous montre finalement qu'aujourd'hui, par exemple, sur tout mon système d'information, et ben, en fait, si jamais je déploie la KB 501-2647 sur mon parc Windows Server 2019, et ben, je traite 8,31 de toutes mes vulnérabilités. Donc c'est une approche, quels sont les fruits les plus simples à atteindre pour moi pour améliorer la sécurité de mon parc informatique? On vous permet d'avoir ça. Et alors, à l'inverse, si jamais vous dites: «Moi, je veux une approche plutôt orientée risque, quelles sont les vulnérabilités qui me gênent le plus?» Eh bien, CyberWatch vous permet d'affecter, du coup, une criticité à vos actifs. La criticité, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet d'affecter les fameux critères environnementaux dont je vous parlais tout à l'heure. Ça vous permet de dire: «OK, j'ai un équipement biomédical», par exemple, avec une exigence de confidentialité qui va être élevée, du coup, puisque c'est des données biomédicales. Exigence d'intégrité moyenne et exigence de disponibilité, bah, par exemple, basse ou élevée, enfin, c'est vous qui choisissez et avec un petit seuil que vous pouvez configurer et ça, on renseigne donc ces informations-là pour chacun de vos actifs derrière, vous pouvez leur affecter et l'impact. Je vais vous montrer une petite démonstration. Prenons cette machine Windows qui aujourd'hui a une criticité élevée, c'est-à-dire je dis tout est important sur elle. Résultat, Cyberwatch me dit j'ai 469 vulnérabilités prioritaires parmi 1330 dessus. Si mais je change la criticité de cette machine en disant finalement je vais abaisser l'importance de cette machine, je vais abaisser mes exigences. Je vais donc lui demander de regarder qu'est-ce qui se passe si jamais je mets toutes mes exigences à un niveau bas. Eh bien, je vais recalculer toutes mes vulnérabilités dans ce nouveau contexte. Il faut attendre une petite dizaine de secondes et on va avoir le nombre de vulnérabilités prioritaires qui va être modifié ici et on est passé à 12. Voilà. Et donc, certaines personnes vont dire: «C'est mettre de la poussière sous le tapis». Non. En informatique, le problème, c'est que l'énergie des défenseurs, elle est souvent limitée par rapport à des énergies d'attaquants qui, elles, le sont beaucoup moins. Et donc le sujet, c'est où est-ce que vous mettez votre énergie? Et la seule manière de mettre l'énergie de manière adaptée dans une analyse de risque, c'est d'utiliser des méthodes rationnelles. Et ça, c'est une méthode rationnelle, c'est le CVSS V3 points. C'est reconnu au niveau international et ça vous permet de vous dire, OK, bah cette machine-là, finalement, quand je la remets dans mon contexte métier, j'ai 12 vulnérabilités vraiment qui comptent pour moi. Les listes, elles sont indiquées ici avec des petites cibles. Quand il y a une petite cible, c'est-à-dire que la vulnérabilité elle est prioritaire et je peux même demander à CyberWatch quel est le plan d'action, recontextualiser et on voit qu'il faut déployer une KB pour traiter la moitié de mes vulnérabilités prioritaires, par exemple. Et cerise sur le gâteau, on vous permet même de déployer le correctif de sécurité associé. Donc ça peut vous aider à traiter la partie IT qui est connectée éventuellement à vos équipements biomédicaux, le cas échéant. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au niveau de notre logiciel pour vous aider à traiter les vulnérabilités de la partie IT et de la partie OT d'un équipement biomédical. Comme je vous le disais en introduction, en fait, un système biomédical, il y a malheureusement un peu des 2 approches parce qu'il y a les éléments qui sont le pilotage et les éléments qui sont vraiment la partie machine et donc ça, c'est le métier de Cyber, je vais vous aider pour tout ça. Donc, on est, référencé au catalogue Elodie de la CAIH, donc qui est porté aussi avec, SCC et donc on fait régulièrement des démonstrations, des webinaires comme ça, liés à des problématiques du monde médical et bah, je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez.
Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat, je rappelle, de Livestorm. Alors je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de taper, donc n'hésitez pas. Oui, donc la question c'est est-ce qu'on gère aussi les équipements de type imprimante? Donc effectivement on les gère. Par contre, il faut savoir que les imprimantes, il y a parfois en fait pas de CVE qui sont déclarés dessus. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est surtout de lancer des scans de type, site web par exemple dessus, puisqu'en fait ce qu'il faut regarder c'est est-ce qu'on peut accéder par exemple avec des identifiants par défaut aux, interfaces d'administration de ces imprimantes et ça c'est des tests qu'on fait dans nos scans web notamment. Et donc, le vrai danger avec les imprimantes, c'est vraiment ça, c'est, en fait, l ce que je veux dire par là, c'est pour les imprimantes, soit il y a pas de vulnérabilités qui ont été déclarées par les constructeurs malheureusement, soit il y en a, mais en fait, même la partie exploitation, elle est assez dure à mettre en place pour la plupart des attaquants. À l'inverse, ce qui est super facile, souvent, c'est les mots de passe par défaut des constructeurs et donc ça, on fait des tentatives d'attaque par brute force, notamment sur, les équipements comme ça. Donc ça nous permet de gérer les imprimantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on est en train de m'envoyer aussi un autre élément. Eh ben, dans ce cas-là, donc en fait, je n'ai pas eu d'autres questions finalement. Donc merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas si vous avez, des questions à nous écrire derrière. Donc, on est joignable très facilement. On est joignable donc sur contact@celebrush.fr. Vous pouvez nous appeler aussi et n'hésitez pas, on sera ravis de répondre à vos questions aussi même, donc de vive voix et puis sinon, on participera donc, dans les prochains salons. Vous pourrez nous retrouver au salon Ready for IT à Monaco et également, au salon donc, le Forum international de la cybersécurité à Lille, début juin et donc, n'hésitez pas si vous avez les moindres questions et également on sera au salon COTER, le salon des collectivités territoriales. On va faire beaucoup de salons cette année et on sera ravis de vous y retrouver pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Bonne journée.